j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur TV ADP dans notre émission hebdomadaire à 20 h tous les mercredis soirs à cœur ouvert. Ce soir, on va se parler d'un sujet encore hyper important, très peu connu du public, du grand public, malgré le fait que l'on peut voir de nombreux petits commerces qui peinent à tenir le coup, alors que des grandes surfaces pullulent de partout au quotidien. Ce soir, on va parler des zones de non-droit en France. Et pour cela, je vais recevoir Martine Donnette et Claude Dio, qui sont à l'origine de l'association En toute franchise contre les abus de la grande distribution et qui ont fait un rapport 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Je suis ravie de les accueillir ce soir. Merci à tous de partager, de liker, de commenter pour, vous savez, un petit peu plus nous donner de visibilité. Bonsoir Martine, bonsoir Claude. Bonsoir Lise. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour se parler de ce sujet que vous étudiez de près depuis 27 ans, si je ne dis pas de bêtises. 30 ans, l'association a eu 30 ans le 1er janvier 2024. Voilà. Ok, écoutez, félicitations pour ce gros travail qui n'est pas facile tous les jours. Vous avez 30 ans d'années d'enquête, d'études, 250 dossiers analysés, 50 dossiers remportés. Donc, on va se partager un petit peu tout ça ce soir. Comment déjà vous avez un petit peu voulu vous lancer dans ces recherches et ces dénonciations du coup? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Ce qui a provoqué tout ça, c'est que c'est à partir de nos affaires personnelles, les procédures ne se sont pas bien finalisées et il y a eu, on va le dire carrément, il y a eu des magouilles et on a voulu comprendre pourquoi il y a eu des magouilles dans nos dossiers, tant à la préfecture, le contrôle des fraudes et la justice. Et là, on a fait l'enquête d'abord sur notre dossier et on a voulu comprendre si c'était notre dossier était un cas particulier ou si c'était généralisé sur toute la France. Et aujourd'hui, on peut dire que la grande distribution, c'est vraiment des zones de non-droit organisées. Quand nous entendons parler de la grande distribution, on parle surtout des grands centres commerciaux, des très grandes surfaces, parce que les petites surfaces, c'est un peu plus compliqué pour tricher, sauf des surfaces comme Lidl, Grand Frais ou Aldi. Là, ce sont des groupes et ces groupes ne sont pas aussi respectueux du droit avec la complicité des élus. C'est là le souci. C'est qu'ils ont la complicité des élus pour pouvoir enfreindre la loi. Je réactive mon micro, pardon. Et du coup, qu'est-ce que vous avez découvert quand vous avez fait ces recherches et comment vous en êtes arrivé justement à ces zones de non-droit? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Alors, ces zones de non-droit, c'est-à-dire qu'il y a une loi et il est impossible de faire appliquer la loi à certaines enseignes. Donc, on dit que ce sont des zones de non-droit parce que la loi ne leur parvient jamais. Que ça soit une autorisation d'exploitation commerciale, ils passent outre, toujours pareil avec le maire, ou que ça soit des permis de construire frauduleux, c'est pareil, ça passe à l'as, le préfet ne fait pas le contrôle de légalité des actes. Nous n'avons pas de droit de recours contre les permis de construire, ce qui fait que ça baigne, tout baigne. Voilà, on a des zones de non-droit parce que la justice, on ne peut pas faire accéder la justice dans ces dossiers. Ok, et du coup, comment vous avez procédé un petit peu pour justement essayer de rétablir cette justice? Alors, rétablir la justice, on a procédé par étapes. Bon, on a eu le sénateur Bourquin qui a réussi à faire modifier la loi pour qu'il y ait des contrôles. Donc maintenant, on fait des procédures de contrôle sur ces surfaces illicites. Mais quand on gagne les procédures, c'est Bruno Le Maire qui vient faire les contrôles. Donc, on voit bien qu'ils sont complètement protégés par le système. Donc cette loi, nous ne désespérons pas parce que c'est pas parce qu'il a fait appel qu'on va pas continuer la procédure, mais pendant ce temps-là, le fraudeur continue. C'est le magasin Grand Frais à Plan de Campagne.
Il a ouvert sur 999, moins de 999 mètres carrés avec la Marie Blachère. Donc, il devait au moins demander une autorisation de la CDAC. En plus, on était dans une zone commerciale. Bruno Le Maire ose dire que la zone de plan de campagne n'est pas une zone commerciale. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut. Et ensuite, il ne correspond pas au schéma de développement de cohérence territoriale, parce que le schéma de cohérence territoriale interdisait tout nouveau projet alimentaire sur la zone de plan de campagne. Donc, on voit bien que de toute manière, vous mettez les documents obligatoires les uns à côté des autres, personne ne le respecte, parce que le maire des Pennes Mirabeau aurait pu faire passer ce projet en CDAC. Ben, on voit bien qu'ils sont tous d'accord. Ok. Et du coup, quelle est la volonté alors? Parce qu'on voit bien, comme je disais en introduction, les petits commerces qui, eux, peinent à du coup se développer et même à perdurer au profit justement de ces grandes enseignes. Quelle est la finalité selon vous? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de toute manière éliminer le commerce de proximité. On est dans un système de mondialisation. On n'a plus, si vous voulez, quand on avait le commerce de proximité, il y avait les petites industries, il y avait les paysanneries qui approvisionnaient les commerces de proximité. On voit bien aujourd'hui qu'avec la grande distribution, on ne sait pas du tout où la marchandise arrive. Vous avez la viande qui vient d'Argentine, les pommes qui font le tour du monde. Voilà, c'est complètement désorganisé. Ça a apporté un désordre public économique sur tout le territoire français et apparemment, ça ne dérange pas nos députés et nos sénateurs puisqu'ils ne font pas de loi pour rectifier ce désordre. Alors, donc, du coup, vous dites plusieurs choses. Là, c'est pas que ça dérange pas, finalement, c'est que c'est voulu, c'est volontaire. C'est pour ça qu'on dit ce sont des zones de non-droit organisées. De toute manière, vous regardez que ce soit même les marchés de plein air qui normalement étaient florissants dans les centres-villes. Aujourd'hui, les mairies ont fait quoi? On fait des places avec des jets d'eau, des machins et tout ça. On voit bien que même les marchés qui permettaient justement à la paysannerie de venir distribuer leurs produits directement sur les marchés deviennent des pots de chagrin aussi. Donc, on voit bien, on resserre le commerce de proximité, on resserre les marchés de plein air et on fait la part belle qu'à la grande distribution. Et du coup, comme vous disiez, avec cette volonté de mondialisation, effectivement. Bien sûr. Hein. Parce que de toute manière, à un moment donné, vous allez même plus savoir d'où viennent les tomates, les poivrons. C'est décidé, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est voilà. Alors qu'on avait tous nos producteurs locaux qui distribuaient aussi bien la grande distribution. Pourquoi on n'a pas imposé que la grande distribution vende au moins 50% des produits frais au pays, à la paysannerie locale? Voilà, c'est des mesures simples à prendre. Et finalement, question un peu plus loin, si finalement il n'y avait pas de consommateurs de ces grandes surfaces, parce qu'il y a ça aussi. Ben, les consommateurs de grandes surfaces, je vais vous dire, ça fait 40 ans qu'on leur dit que la grande distribution est moins chère. Donc on leur a lavé le cerveau. Donc pour eux, aller à la grande distribution, c'est moins cher. On regarde même plus la différence des prix avec les marchés. On regarde même plus la différence des prix avec le boucher. Parce que quand ils regardent le prix de la différence, par exemple, d'une tranche de jambon, faut pas comparer une tranche de jambon à la découpe chez le boucher avec des tranches de jambon sous cellophane dans la grande distribution. Faut arrêter de prendre les consommateurs pour des abrutis aussi. Mais de toute manière, il y a un fléau, c'est un désordre public. On pourrait prendre tous les dossiers. Ça a des incidences sur toute la vie des gens, la vie des consommateurs. Et les députés ne veulent pas faire une enquête parlementaire pour connaître justement tout ce désordre, quelles ont été les conséquences, les emplois locaux. Maintenant, les produits font le tour du monde. Quelle est la pollution de tous ces produits qui font le tour du monde? Ne serait-ce que le textile. On voit bien le textile. Il n'y a presque plus rien de fabriqué en France. Donc, c'est un très gros travail à faire. Mais est-ce qu'il y aura une volonté politique pour le faire? Ça, c'est pas donné.
Alors, c'est intéressant ça aussi de voir qu'effectivement, il y a plus grand-chose de produit en France et qu'on importe finalement tout, hein. Donc, il y a cette volonté à la fois de mondialisation et en même temps cette perte de la France et de ce qu'on peut effectivement produire et aussi exporter nous-mêmes. Et puis même, enfin, ne serait-ce que nourrir les Français tout simplement, déjà. De toute manière, ils n'ont jamais fait la liaison entre un supermarché et les entrepôts qui approvisionnent les supermarchés. Parce que même à l'intérieur d'une zone géographique, vous avez les entrepôts qui redistribuent. Donc, si vous voulez, rien, on appelle ça de l'aménagement du territoire, mais il n'y a pas d'aménagement. Parce qu'on ne sait pas où sont les locaux d'approvisionnement, on ne sait pas combien de camions livrent tous ces supermarchés. Quand on donne une autorisation d'exploitation commerciale, on ne nous dit pas où sont les entrepôts, comment la marchandise va être stockée, d'où vient la marchandise. Donc, l'effet négatif de tout ça, alors qu'on a des paysans qui peuvent produire localement et approvisionner la population des villes. Justement, dans votre association, combien vous êtes déjà et puis quel type un petit peu de personnes rassemble votre association? Alors, on avait plus de 1400 commerçants, mais l'année dernière, il y a eu 30% de liquidation judiciaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Alors maintenant, heureusement, nous avons avec nous les consommateurs, parce que les consommateurs peuvent aussi adhérer à notre association, parce que pour eux aussi, c'est le cadre de vie. Quand vous allez dans les centres-villes et que vous avez 17%, 20% ou 30% de vacances commerciales, vous voyez les magasins tirés les uns derrière les autres, il n'y a plus de sécurité dans les centres-villes. Donc les consommateurs aussi sont désespérés de voir qu'on ne peut plus être tranquille dans les centres-villes. Avant, quand vous aviez toutes les boutiques qui étaient ouvertes, illuminées avec les commerçants, il y avait beaucoup plus de sécurité dans les centres-villes. Mais ça, c'est pareil, cette analyse, personne ne veut la faire. Il y a ça, enfin moi ce que j'ai pu remarquer ces derniers temps, je me disais c'est fou parce que les grandes enseignes en plus ferment de plus en plus tard. Comme si il fallait qu'on consomme ad vitam aeternam justement et jusqu'à plus soif, hein, consommer, donc ouvert du matin très tôt jusqu'à 21h des fois, 22h, enfin c'est assez stupéfiant. Oui, mais l'amplitude d'horaire de la grande distribution, on voit bien qu'en ce moment, ça ne fonctionne plus comme ça a fonctionné les années précédentes. D'abord aujourd'hui, avec le télétravail, les gens qui sont au chômage, les gens, ils ont plus de possibilités de faire leurs courses dans la journée que la tendance qu'on a connue il y a 5 ou 10 ans en arrière. Oui, et puis il y avait cette facilité, je dirais, c'est ce qu'on entend souvent hein, quand on parle des grandes surfaces et qu'on essaie d'expliquer l'intérêt justement d'aller vers nos petits producteurs locaux. Oui, mais tu comprends, si j'ai pas le temps, il faut que je fasse plusieurs magasins, il faut que j'aille voir plusieurs producteurs pour acheter et viande et fromage et légumes, etc. Et puis dans les grandes surfaces, c'est pratique parce qu'on a tout sur place. Donc ça, c'est un petit peu les arguments qu'on peut entendre. Alors, les arguments des municipalités, parce que c'est les arguments de la municipalité, c'est eux qui défendent les dossiers de la grande distribution. Hein. La grande distribution, elle n'a même plus besoin de parler. C'est déjà le maire qui fait la propagande de la grande distribution. Seulement, ce qu'il oublie, le maire, c'est qu'il a tellement détruit de places de parking devant les commerces. Il a détruit les places de parking avec leurs fontaines, leurs places, leurs machins. Maintenant, ils font des places, on n'a même plus le droit de se garer dessus parce que c'est comment ça s'appelle? On fleurit les places. Bon, je ne suis pas contre fleurir les places, mais avant de faire des ornements de centre-ville, il faudrait peut-être s'occuper de l'attractivité du tourisme urbain de la commune. Or, aujourd'hui, le tourisme urbain, il n'y en a plus puisque les gens ne sont pas attirés pour aller voir les vitrines. C'était ça le tourisme urbain. Le tourisme urbain, c'était de dire, eh bien voilà, on va d'une boutique à l'autre, on voit des choses. Aujourd'hui, ils veulent obliger les gens à aller dans la grande distribution, mais la grande distribution, vous prenez une grande surface, vous prenez une galerie marchande
à Lille ou que vous la prenez à Marseille, ce sont les mêmes enseignes. Il n'y a plus de plaisir de flâner dans les centres-villes. Oui, puis il y a tout à disposition. C'est-à-dire quand on parle des grandes surfaces, c'est souvent aussi voilà, le vestimentaire. Il y a tout. Il y a même les livres, par exemple. Enfin, je veux dire, ils mélangent tout. Il n'y a pas que l'alimentaire. Alors, il n'y a pas que l'alimentaire, mais je veux dire, moi, je parle de l'attractivité des galeries marchandes. Avant les galeries marchandes, c'était des indépendants qui étaient à l'intérieur. Ils avaient leur spécificité. Aujourd'hui, ce sont des grandes enseignes qui arrivent. Donc, les grandes enseignes, elles font exactement les mêmes vitrines. C'est ce que je vous dis, que ça soit à Lille, vous allez sur Marseille, il va y avoir 4 centres commerciaux, ça va être les galeries marchandes vont être à l'identique les unes aux autres. Il n'y a plus le plaisir qu'on avait dans les centres-villes d'avoir des choses différentes. Il y avait des choses régionales. Aujourd'hui, il n'y a plus de choses régionales. Vous n'avez plus de provençal dans les rues. Vous n'avez plus de porcelaine provençale. Vous n'avez plus rien. Tout est copié sur le même modèle. Tout vient de Chine. Où tout est fabriqué dans les pays, voilà, comment ça s'appelle? La main-d'œuvre est moins chère. Donc, il n'y a plus la spécificité, il n'y a plus le plaisir de faire du chalandise. Alors là, merci Eric qui nous a mis voilà, votre site internet en toute franchise contre les abus de la grande distribution. Et du coup, on peut voir un petit peu toutes vos enquêtes, tous vos combats aussi, vos lettres. Et du coup, j'aimerais bien justement vous poser la question sur les 418 milliards de fraude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, les 418 milliards de fraude, ce sont les amendes pénales qui ne sont pas perçues par Bercy. Alors, il faut savoir que ces amendes pénales, elles existent depuis 1975. Ce n'est pas d'aujourd'hui. En 1975, puisqu'il y avait le traité de fonctionnement de l'Union européenne, enfin, il y a toujours le traité de fonctionnement de l'Union européenne, il n'a pas disparu, impose des amendes pénales pour les abus de position dominante et la concurrence déloyale. Ces amendes pénales ont été intégrées dans le droit français en 1975. En 1993, M. Pierre Bérégovoy a fait une loi sur la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique, où il a chiffré les amendes pénales à 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Mais seulement M. Sarkozy, en 2008, a décidé, lui, de supprimer ces amendes pénales de la loi française. Mais elles sont toujours dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il ne faut quand même pas oublier que la France est dans l'obligation d'appliquer le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de volonté de Bercy de respecter les lois européennes, de respecter la lutte contre les fraudes, des abus de position dominante et de la concurrence déloyale. Donc, on voit très bien, malheureusement, quand M. Bérégovoy s'est battu contre la corruption, ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est ça la finalité. C'est que donc, dès qu'on touche à la corruption, eh bien, voilà. Alors, on obéit au lobby, mais ils en ont rien à faire, d'abord, de ces taxes qui ne sont pas perçues, et deuxièmement, de stopper le désordre, parce que ces taxes, elles n'étaient pas faites là pour l'opération du Saint-Esprit. Ces taxes devaient être dissuasives, c'est-à-dire qu'elles devaient, mettre un frein au désordre public économique, c'est-à-dire mettre un frein à toute cette anarchie, ces zones de non-droit où vous avez des magasins, ils sont ouverts, ils n'ont aucune autorisation d'exploitation commerciale. Voilà, et en plus, vous avez après des circulaires. Il faut savoir que les circulaires, elles sont anticonstitutionnelles parce qu'elles annihilent le pouvoir de la loi. C'est-à-dire qu'on fait une loi, on dit, voilà, il faut une autorisation pour faire ci, pour faire ça. La circulaire, elle arrive par derrière, elle dit non, vous n'avez rien à faire. Mais où il est le travail des députés et des sénateurs? Le député, il est là. Conformément à l'article 24 de la Constitution, le député est là pour contrôler l'action du gouvernement. À partir du moment où un député vote une loi, que Bercy fait une circulaire pour que la loi ne puisse pas s'appliquer, pourquoi les députés ne sont jamais intervenus? Il est bien là le problème.
Donc, vous avez des lois, les unes après les autres, mais vous avez les circulaires, les unes après les autres, qui empêchent d'appliquer la loi. Alors, on n'applique pas la loi, on n'applique pas les amendes pénales, on n'applique pas les contrôles, et ça roule. Je vais demander à Eric de nous mettre l'article 24 justement de la Constitution là dont vous me parlez. Et puis on va la lire ensemble, on va voir un petit peu comment. Voilà, merci Eric, merci beaucoup. Donc, je vois pas très bien moi. Le Parlement vote la loi de contrôle de l'action du gouvernement. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder, je vois pas très bien, 348, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ok, donc ça, c'est l'article 24 de la Constitution de 58. Voilà, donc, et après, vous avez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale où les députés sont là pour contrôler les circulaires du gouvernement. Je suis désolée, nous, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on leur demande de contrôler les circulaires de Bercy parce qu'on ne peut pas appliquer la loi. Et personne ne prend ce problème en main. Du coup, on a entendu hein, les préfets, les élus pourraient se saisir de ça. Effectivement, ce n'est pas leur volonté parce qu'ils ont justement autre chose en tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont vos armes finalement pour essayer de combattre tout ça et de dénoncer tout ça? Ben nous, on continue les procédures. On continue les recours. C'est notre seul recours. Enfin, on fait les procédures quand on peut faire des procédures, parce que on peut attaquer une circulaire qui est anticonstitutionnelle. Je dirais même scélérate, parce qu'à partir du moment où elle ne permet pas d'appliquer la loi, je vois pas pourquoi qu'on fait des lois. Pourquoi? Il faut savoir quand même que les députés et les sénateurs, ça coûte 1 milliard par an aux contribuables. Et quand on leur dit que les lois, on ne peut pas les appliquer, personne ne bouge. Donc, il y a quand même un souci. Donc, ça, c'était par rapport aux députés, aux sénateurs. Donc, nous, on fait les procédures et on fait la démonstration à chaque fois que l'on peut qu'on ne peut pas appliquer la loi. On ne peut pas appliquer les droits de l'homme parce que, je suis désolée, mais les droits fondamentaux, alors tout le monde s'assoit dessus. Liberté, tout le monde est libre et égaux en droit. Je suis désolée. Pourquoi un commerçant, il est massacré comme ça, à partir du moment où on va le mettre en liquidation judiciaire parce qu'il va y avoir des surfaces illicites. Donc, les droits de l'homme sont absolument pas respectés. Après, vous avez la Constitution, l'article 10 de la prévention du préambule de la Constitution de 1946. La nation assure le développement des individus. Vous croyez qu'en mettant 50 000 commerçants en liquidation devant les tribunaux de commerce, que la nation a assuré le développement des commerçants et des artisans? Donc, tout est faussé. On n'a pas de droit de l'homme applicable, on n'a pas la Constitution, on n'a pas les lois, on ne peut pas les appliquer. C'est des zones de non-droit organisées. C'est juste dingue ce que vous nous racontez là. Après, il y avait un petit schéma là du coup qu'Éric va afficher. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus du coup Eh bien voilà, on voit là. Une loi, elle arrive, d'accord? Elle arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, soit elle est carrément écrite par Bercy, donc elle arrive, quelqu'un propose une loi, elle arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale et au Sénat, elle va être discutée entre l'Assemblée et le Sénat. Après, il va y avoir une commission mixte paritaire qui va étudier les derniers articles sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Donc, on vote la loi et on promulgue la loi. Une fois que la loi est promulguée, hop, on fait des circulaires anticonstitutionnels pour détruire la portée normative de la loi. Donc, on voit bien qu'on se moque du peuple. Alors, on se moque du peuple, effectivement. Encore une fois,
On a compris pourquoi, vous nous l'avez dit clairement, hein, au service de la mondialisation et d'autres pays finalement. Comment on pourrait du coup, alors j'entends parce que Voix légale, vous essayez et vous faites tout ce que vous pouvez en ce sens-là, mais ça coûte de l'argent aussi, évidemment. Alors, c'est justement, ce sont les victimes des infractions, parce qu'à partir du moment parce que quand il y a une circulaire, elle est signée par un ministre, hein, c'est l'autorité publique qui viole la loi. Alors, je ne sais pas comment on peut s'en sortir en France, hein. Donc, à partir du moment où c'est un ministre, c'est l'autorité publique qui viole la loi, que nous n'arrivons pas à demander aux députés, aux sénateurs de se pencher sur ce problème, qu'il y a des milliards de fraudes qui ne sont pas encaissées. Volontairement pas. Quand vous avez un député qui vous répond, qui ne sait même pas comment on calcule une surface de vente, comment récupérer les taxes redevables par la grande distribution? Si les gens ne s'y mettent pas, parce que ce sont d'abord des fraudeurs, ils vivent du recel de leurs infractions, parce que quand ils construisent des surfaces illicites, eux font du bénéfice sur ces surfaces illicites, hein. C'est comme un voleur qui, avec l'argent du vol, va s'acheter une belle voiture. Ben là, c'est exactement pareil. Avec le recel de leur surface, ils recréent d'autres points de vente. Et personne ne les contrôle. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on fait les procédures devant le tribunal pour déjà dénoncer que ce sont des surfaces illicites. On fait la démonstration qu'on ne peut pas arriver à appliquer les sanctions pénales. On voit qu'on ne peut pas mettre en justice les élus qui ont été complices de favoritisme de ces surfaces illicites. Et donc, on fait la démonstration qu'on n'a absolument plus de constitution. On vit dans un pays, le pays anticonstitutionnel. Il n'y a aucun article qui est applicable, aucun article de la Constitution qui n'est applicable, aucun droit qui n'est applicable. Donc, moi, je pose la question, est-ce que les gens vont se réveiller sur ce problème? Parce que moi, nous, tout seuls, on ne peut pas le faire. Alors, quand nos commerçants sont victimes d'une infraction, parce que ni le préfet n'a fait le contrôle, ni la justice n'a voulu écouter ce qu'on lui disait, c'est la victime qui est obligée de payer un avocat pour faire le justificatif que l'adversaire il est en situation irrégulière. Mais ça ne va pas durer encore 50 ans, hein, ça c'est pas possible. Hein. Parce que pendant ce temps-là, comment ça s'appelle? Les emplois sont détruits et on ne revient pas à la case départ. Hein, parce que celui qui est en infraction depuis 5 ans ou 10 ans, ben, il roule. Hein, et il encaisse la monnaie. Et il encaisse la monnaie. Donc, nous, ce que nous avons besoin, d'abord, on vous remercie. Alors là, je remercie toutes les personnes autour de vous, je les remercie de nous donner la parole. Plus on aura la parole et plus ce fléau doit sensibiliser les gens. Maintenant, si les gens ne sont pas sensibles, on est en train de détruire tous les services publics. On détruit les services de la santé, de la police, de la sécurité, de l'éducation. Et pendant ce temps-là, les fraudeurs, ils roulent carrosse. Donc, est-ce que les Français vont continuer à être des pigeons qu'on va plumer jusqu'à la fin de leur jour, ou il va y avoir un état de droit? Parce que nous, on ne demande pas la lune, on demande d'appliquer les lois, la Constitution, les droits de l'homme. Alors, si on ne peut pas le faire, ben, il faut il faut que les gens se soulèvent, parce que c'est impossible de vivre dans un état pareil, hein. Bah alors c'est bien ce qu'on disait, effectivement, c'est un peu intéressant aussi ce que vous soulevez là, Martine et Claude, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les services publics sont en déliquescence, hein, complètement en France. Il n'y a pas que ce phénomène-là que vous dénoncez ce soir. Simplement, effectivement, nous ne sommes plus en état de droit. Donc, à part que le fait que le peuple français se réveille et décide d'arrêter de ne rien dire et de se taire, en tout cas, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, finalement. Vous donnez la parole, effectivement, de dénoncer ça, parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas conscience de ça, qui n'ont pas la connaissance de ça, déjà.
et en plus qui ne sont pas forcément sur des réseaux comme les nôtres dits alternatifs, hein. Mais à part ça, quelle autre solution finalement que le peuple se réveille? Je la vois pas, hein. Nous, on fait les procédures, mais on n'a pas encore 40 ans devant nous, hein. Nous, c'est fini, notre vie est terminée. Nous, on a fait la démonstration. On a mis au service de tout le monde. On met sur notre site, on met sur les vidéos, on explique à tout le monde. Tout le monde peut se servir de nos expériences. Si maintenant les gens veulent continuer à payer des impôts pour engraisser des gens qui ne font pas leur travail, parce que je suis désolée, mais c'est bien de la responsabilité des élus, d'abord des maires, des ministres. Lorsqu'on fait des circulaires pour ne pas appliquer les lois, c'est les premiers. Ce sont des traites à la nation. Ce sont des traites à la nation. Déjà, il y a ça. Après, quand vous avez les députés et les sénateurs qui laissent faire, ils sont complices des traites de la nation. Après, quand vous avez les élus locaux qui violent leurs plans locaux d'urbanisme ou les plans de prévention des risques pour favoriser les implantations illégales. Et après, quand vous avez la charrette des tribunaux de commerce qui fait 60 000 liquidations par an, je ne sais pas ce qu'il faut aux Français pour qu'ils réagissent. Peut-être effectivement attendre que tous les petits commerces finissent par s'éteindre. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir, hein, toucher le fond. Je sais pas, c'est un questionnement. Je me dis cette année-là encore, l'année dernière et même, combien d'entreprises, vous avez une idée de combien de petites entreprises ont fermé ou pas? Vous avez un petit peu oui, mais c'est 50 000, entre 50 et 60 000. Alors, on vient nous dire, mais c'est le Covid, mais c'est pas du tout le Covid. Ça fait 50 ans qu'il y a 50 000 liquidations par an de commerçants. D'accord? Et après, on va leur donner on va leur faire une perspective d'aller se réimplanter. Mais il faut pas que les commerçants aillent se réimplanter. Ils vont crever 2 ans ou 3 ans après parce qu'on va leur remettre une grande surface par-dessus. Voilà, il n'y a pas d'études. Les études, elles sont faites par les promoteurs. Vous pensez quand même pas que les promoteurs vont faire une étude pour défendre le commerce de proximité, mais il faut arrêter le délire, là. On avait la direction départementale du travail. On avait la direction départementale de l'équipement, de l'environnement. Ils faisaient les études. Aujourd'hui, on a mis ces études dans les mains des promoteurs. C'est comme McKinsey, il va pas faire il va faire les choses pour lui, il va pas faire pour les commerçants. Et surtout, alors, quand on dit 50 000 entreprises qui ont été liquidées par an, on ne compte pas le nombre d'emplois locaux qui ont disparu. Et toutes les petites entreprises. Combien vous aviez des laveurs de carreaux? Vous aviez plein d'entreprises qui fonctionnaient. Il y avait une activité, il y avait une vie dans les centres-villes. Ils ont tout détruit. Je vous encourage justement, hein, tous ceux qui écoutaient là, du coup, à partager toutes ces informations, à vous rendre sur le site, évidemment, en toute franchise, d'aller récupérer les documents. Et effectivement, ce n'est pas depuis le Covid, puisque vous dites que ça fait 50 ans que ça dure. 50 ans que ça dure. 50 ans qu'ils délivrent des permis de construire irréguliers. Quand on voit qu'en France, même pour nous, construire une maison ou acheter un terrain, si c'est en zone naturelle ou en zone agricole, nous n'avons pas le droit juste de poser un chalet qui soit supérieur à 10 mètres carrés. Maintenant, je crois que c'était 20 mètres carrés, mais maintenant, je crois que c'est passé à 10 mètres carrés. Je veux dire, c'est juste hallucinant et stupéfiant ce que vous nous racontez là. Excusez-moi de l'expression, c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que pour les piscines, ils savent mettre des drones. Alors, ils envoient des drones. Ils envoient les hélicoptères pour contrôler les piscines des particuliers. Mais la grande distribution qui s'est étendue sans permis de construire, là, il n'y a pas de drone et il n'y a pas d'hélicoptère. Hein. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on pourrait parler du coup, parce qu'on parle de l'État français, on a bien compris, hein, la corruption est à tous les étages finalement, et la justice ne fait pas son travail puisque de toute façon, nous ne sommes pas en état de droit, et depuis longtemps. Est-ce qu'on pourrait parler d'influence de l'Union européenne et plus globalement des États-Unis aussi, dans ce domaine-là? Ah non, pas du tout, parce que vous avez des pays qui ont respecté la directive européenne service, les Allemands, et les Allemands et autres, chez eux. Et ils ne sont pas submergés de supermarchés.
C'est la France qui détient le nombre de mètres carrés supérieur. Il y a des États qui ont respecté la directive européenne service et qui ont respecté leur centre-ville. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on voit cette hécatombe. C'est dramatique, hein. Je trouve pas d'autres termes, effectivement, et votre combat est essentiel. Après, comment ça se fait du coup que très peu, finalement, de commerçants, selon vous, se battent et acceptent de fermer comme ça et d'être dans ces... Il faut savoir que le commerçant, il est massacré depuis 50 ans. 50 ans, il se lève, il sait même pas s'il va faire sa journée, s'il va couvrir le point zéro de son entreprise. Il sait même pas combien de clients il va avoir dans la journée. Il sait pas il a aucune sécurité. Vous avez des commerces le samedi après-midi dans des centres-villes. Il n'y a plus un commerçant dans la rue. Ils sont tous dans les centres commerciaux. Donc, ils ont tellement été massacrés, les commerçants. Et puis, il faut savoir que, là, c'est très bien ce que vous me posez comme question. Pourquoi les commerçants ne font pas de recours? Mais il faut savoir les représailles que font les maires quand un commerçant fait un recours. Je suis désolée, on a un cas à l'Espignon, ça va être la catastrophe pour les commerçants. Le maire viole le PLU, il viole le PPRI, et arrivé là, c'est toujours, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, contre les commerçants de son centre-ville, il va faire un référendum pour savoir si les habitants veulent le supermarché. Alors que le maire, il ferait mieux plutôt de se cacher, parce que c'est lui qui a violé le PLU et le document d'aménagement commercial du SCOT de la zone. C'est lui qui viole la loi et c'est lui qui va faire des représailles aux commerçants. Donc, voilà, il est là le problème. Pourquoi les commerçants ne sont pas plus mordants? Ils peuvent pas se défendre. Ils peuvent pas se défendre. Ils n'ont pas le droit de faire un recours contre un permis de construire frauduleux. Et après, quand ils s'organisent, le maire fait des représailles. Nous, on a eu des maires, une fois que les commerçants ont voulu faire un recours, il leur a mis des barrières, ils leur ont mis des barrières. Sur les trottoirs pour pas sur les trottoirs pour les voitures peuvent plus stationner. Attendez, c'est un système de pègre. Ben, on a vu ça il n'y a pas si longtemps, en plus, à grande échelle, hein, sur Paris pour les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé, justement, ces barrières-là. Physiquement, on l'a vu et on a su ce qui se passait. Moi, ce qui me, comment dire, questionne et contrarie un peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais justement, quand il s'est passé ça, là, et puis c'est récent, donc c'est bien parce que tout le monde a pu avoir l'information quand même, à Paris, finalement, les commerçants, après coup, se battent et essaient de demander à l'État de dédommager justement les pertes de ce qu'ils n'ont pas pu vendre, etc. Comment vous percevez ça, là, du coup, cette attitude? Écoutez, pour monter des dossiers d'indemnisation, c'est la croix et la bannière pour les commerçants. Les commerçants, ils doivent apporter les justificatifs des mois précédents, des années précédentes. Mais ils sont surchargés. Ils ont tellement eu de frais avec le Covid. L'électricité qui a été multipliée par 3 ou 4. Mais ils sont sans arrêt. Pour les commerçants, enfin pour les commerçants, j'entends. Ils sont archi-taxés. On leur a donné une prime pour le Covid, mais maintenant, on leur demande de rembourser la prime pour le Covid. Donc, à chaque fois, on leur en remet, on leur en remet, on leur en remet. Alors, j'espère qu'il y a des associations, parce que ça, sur le côté des Jeux Olympiques, je n'ai pas d'informations pour savoir si les dossiers ont été montés pour la perte de chiffre d'affaires, parce qu'on leur a tellement promis qu'ils allaient multiplier leur chiffre d'affaires qu'il faudrait savoir à la finale quel était le bilan pour les commerçants et les artisans. Mais comme c'est pas le souci du gouvernement, ils font des choses et je roule, et je roule, et je roule. L'attractivité, les emplois des commerçants et artisans, ils en ont rien à faire. Il est là le souci. Du coup, il y a forcément, on va reparler de corruption, mais pour qu'un maire ne bouge pas, au contraire, privilégie les grandes surfaces, hein, ces zones justement de non-droit, sans que ce soit normalement acceptable et faisable au niveau légal, et s'en prennent aux petits commerçants qui voudraient un petit peu se défendre et défendre leur commerce, ça veut dire qu'ils touchent des pots de vin, on va se parler franchement.
Il y a forcément un intérêt derrière. Je ne sais pas ce qu'il touche, mais moi, à partir du moment où on favorise une grande surface en violant les documents d'urbanisme, c'est de la corruption. Alors, la corruption financière ou de la corruption, tout ce que vous voulez, pour nous, la corruption, c'est ils ont tordu le droit. Ils ont tordu le droit. Donc, à partir du moment où ils ont tordu le droit, c'est des corrompus, c'est de la corruption. C'est tout. Après, je suis désolée, mais l'enquête des pots de vin et tout ça, c'est au procureur de la République. Et on voit bien que les procureurs, le gouvernement, le ministre de la Justice ne donnent pas pour mission d'aller contrôler les permis de construire frauduleux. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les permis de construire? On ne peut pas être responsable des manquements du début jusqu'à la fin sur l'urbanisme commercial. Qu'est-ce que j'ai vu, on voit sur votre site qu'il y a 50 dossiers quand même que vous avez remportés sur 250 déposés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de dossiers remportés un petit peu, histoire d'avoir un peu d'espoir et de donner envie aux commerçants de se bouger aussi? Eh bien, quand on a gagné des gros dossiers, quand l'opposition, on a travaillé avec l'opposition, on a destitué. Le maire n'a pas été réélu. Et les associations de l'environnement ont, les terrains ont soit été remis pour faire des HLM, enfin bref, il y a enfin pas une entente parce que nous on fait pas d'entente. Les élus, les nouveaux élus ont pris le taureau par le corne, et ce qui fait ils n'ont pas pu redéposer leur dossier. Donc, on a ça. Après, on a des dossiers où ils ont déposé des dossiers sur des zones Natura 2000. Donc, à un moment donné, on a gagné parce que à un moment donné, ils se sont quand même arrêtés. Après, sur des zones inondables aussi, on a réussi. Mais le fait, c'est pas qu'on réussisse, c'est comment les dossiers sont déposés. Comment à la préfecture, ils ne contrôlent pas que les dossiers sont incompatibles avec les documents d'urbanisme. Il est là, nous on fait on fait le travail de l'État. C'est à l'État. L'article 72 de la Constitution, le préfet est là pour contrôler les documents d'urbanisme. Comment un permis de construire peut être déposé sur une zone incompatible, inconstructible? Attendez, on peut pas remplacer l'État. C'est pas la peine d'avoir des agents, c'est pas la peine d'avoir des agents municipaux, je ne sais pas moi. Ils sont assermentés ces gens-là. Ouais, c'est assez même désespérant, hein, du coup, même si vous avez gagné quelques combats en 30 ans, c'est assez désespérant de se dire finalement, si personne se saisit et comment sont déposés les dossiers, il y avait de voir les choses aboutir. Voilà. Ce que nous réclamons et ce que tout le monde devrait réclamer, c'est de remettre le principe de précaution dans chaque matière. Je donne l'exemple, les vaccins, on savait très bien que ce n'était pas un vaccin, c'était une injection. Où il est le principe de précaution? Il n'est toujours pas homologué d'ailleurs. Il a sauté le principe de précaution. Donc, en urbanisme commercial, il y avait un principe de précaution contre la corruption. Il y avait le certificat d'urbanisme dans les dossiers. C'est-à-dire que le promoteur devait apporter un certificat que son dossier était compatible avec les documents d'urbanisme. Eh bien, c'est en 1996, sous le gouvernement d'Alain Juppé, Monsieur Jean-Pierre Raffarin et Madame Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, ont supprimé le certificat d'urbanisme. Donc, si vous voulez, on a des moyens de lutter contre la corruption. Quand ces moyens sont efficaces, ils les retirent. Ouais, donc ça paraît insolvable comme situation, finalement. Voilà, vous prenez à chaque fois, de toute manière, la grande distribution, les promoteurs, à chaque fois qu'il y a un morceau de loi qui les dérange, ils font sauter l'argument pour ne pas être dérangés. Voilà, il est là le truc. Voilà, vous avez le critère des densités commerciales. Ben, ça n'a pas plu à Sarkozy et à Leclerc. Ils ont fait sauter la densité commerciale. Vous aviez le certificat d'urbanisme, ben, ça dérange, ben, on fait sauter l'urbanisme commercial. C'est la porte ouverte. C'est la grande porte ouverte.
Je vous encourage à aller sur le site du coup. En toute franchise, c'est un peu, parce que je suis désolée, hein, mais c'est vrai que c'est un peu désespérant quand on voit votre site. Voilà, c'est assez clair et du coup, bah, ça donne espoir quand même parce que bah, vous montrez aussi effectivement les batailles remportées. Là, quand on entend ce que vous dites, et enfin, je suis effarée, même limite 500 mots, c'est de voir que tout est vérolé de partout, tout est vicié, tout est fermé. En tout cas pour les droits des consommateurs et des producteurs et des commerçants. Il y a une pétition quand même que vous avez mis en ligne sur votre site. Vous allez tout en bas du site et vous pouvez la signer. Je vous encourage à le faire. Vous vouliez atteindre 150 000 signatures. Je crois que vous en êtes à 100 000 et quelques. On l'avait déposé à l'Assemblée nationale et l'ont jeté. D'accord, ok. Ok, oui, bah, c'est pas étonnant. On avait déposé une pétition sur le désordre public, économique et social. Bon, ça n'a pas intéressé grand monde, malheureusement. Enfin, c'est pas que ça a intéressé grand monde, c'est que maintenant, quand vous allez sur une pétition, il faut tellement donner de pédigrés, de cartes bleues, de cartes d'identité et autres. Ça rebute un peu les gens d'aller sur les pétitions de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une certitude. Et après, effectivement, quand ça aboutit pas, c'est sûr que, oui, au bout d'un moment, c'est assez désespérant. Du coup, à part être en masse et encourager les gens à se lever et à dénoncer, à continuer de dénoncer, je vous remercie pour votre travail, en tout cas incroyable, parce que 30 ans de combat, c'est juste énorme. Quand on voit tout ce que vous avez fait et que vous êtes tout le temps encore, que vous continuez, je vous encourage aussi à aller regarder du coup ce rapport donc de 418 milliards de fraude que vous avez produit contre la concurrence déloyale justement des implantations illicites. Ça, je vous encourage à aller lire, à le partager aussi au plus grand nombre. Et donc, bien sûr, de promouvoir aussi votre site parce que c'est hyper important. Ça touche tous les corps de métier, ça touche toutes nos petites entreprises locales, tout ce qui faisait aussi notre belle France, mais toutes les productions qu'on pouvait avoir. Et c'est juste un massacre, effectivement. On voit que vous êtes passé sur pas mal d'émissions quand même mainstream, je vois. Vous avez été quand même assez interrogé. Merci Eric de passer un petit peu en revue le site. Ouais, j'ai vu François. Bon, François, c'est plutôt de notre côté aussi, mais vous avez France Bleu Provence. J'ai vu aussi avec Marianne, je crois. Marianne, Nexus. Mais de toute manière, c'est tant que nous n'aurons pas, que tout le monde, il faut que tout le monde nous aide, tant que nous n'aurons pas sensibilisé les députés et les sénateurs, on n'y arrivera pas parce que c'est eux qui ont la clé. Ils ont la clé de déclencher une commission d'enquête. Ils ont la clé de déclencher une commission sur les circulaires scélérates et anticonstitutionnelles de Bercy. C'est les députés, les sénateurs, les responsables, parce que c'est eux, on leur donne notre pouvoir pour nous représenter, mais arrivé là, ils ne nous représentent pas, parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'écoutent plus ce que l'on demande. Ils n'écoutent plus. C'est à croire qu'ils veulent simplement le poste que pour eux, mais pas pour le peuple. Ça, c'est à croire, oui, on en est assez convaincus malheureusement, on le voit bien. Est-ce que le nombre du coup pourrait faire la force et serait déterminant? Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Pardon, je disais oui, on voit bien que les sénateurs et les députés malheureusement pensent plus à leur carrière que effectivement, alors que normalement ils sont au service du peuple, nous les payons et ce grassement. Comment est-ce que vous pensez que l'union, du coup, ferait la différence ou pas? C'est-à-dire que c'est à nous tous ensemble. Je ne dis pas que l'association en toute franchise, c'est à nous, les citoyens et tout, d'aller à leur permanence et de leur demander quand est-ce qu'ils entendent s'occuper du peuple, quand est-ce qu'ils demandent, quand est-ce qu'ils agissent. Parce que si nous, on y va, on va aller voir un député, on va aller voir 2 députés, on va aller voir 10 députés. Mais je ne sais pas si vous imaginez l'énergie qu'il nous faut pour aller voir les députés et qu'on sait qu'à la fin, par exemple, l'année dernière, on a eu 4 questions écrites qui ont été déposées. 4 questions. On a eu 4 députés qui nous ont déposé qui ont posé des questions écrites qui étaient très importantes. Comme Macron, il a fait la dissolution de l'Assemblée nationale,
Eh bien, comment ça s'appelle? Les questions écrites, elles sont parties à la poubelle. Alors que les députés sont toujours en place. Hein. Donc, on aurait pu, l'Assemblée nationale aurait pu reprendre les questions des députés encore en place. Là encore. Donc, c'est encore à nous à refaire le travail d'aller ressolliciter les députés. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette France? Et du coup, comment on peut vous rejoindre là, les commerçants qui voudraient vous rejoindre et justement les consommateurs aussi? Comment ils peuvent vous rejoindre sur le site? Alors d'abord, ça serait super pour notre association, c'est qu'ils adhèrent parce que c'est un soutien financier. Les ordinateurs, tout le monde sait très bien que tout ça a un coût et que ça craque et il faut faire des remplacements. Il faut que l'association puisse tenir. Parce que nous ne faisons pas de bénéfices. Hein, tout ce que nous investissons, tout ce que nous recevons, nous l'investissons dans les procédures. Alors, il y a les procédures des commerçants intéressés sur une zone, sur un projet précis. Mais nous faisons des procédures pour l'intérêt général de tous. Et ces procédures ont un coût. Et c'est pour ça que nous avons besoin du soutien des particuliers, des commerçants. Même s'ils n'ont pas à défendre un projet, ils peuvent soutenir notre association pour qu'on puisse enfin avoir un droit de recours contre toute cette magouille de favoritisme des élus et surtout de nous aider à faire les procédures. Parce que à partir du moment où les députés, on a la preuve que les députés ne font pas également le travail pour lequel ils sont missionnés, il va falloir se poser la question, comment on agit contre les députés et les sénateurs? Parce que ce n'est pas le tout qui nous rejette comme ça. À un moment donné, il faut les mettre devant leurs responsabilités. De dire, vous touchez des émoluments des finances publiques, vous avez des députés, ça fait 40 ans, ils en sont à 7 mandats. Je vais le citer, M. Decourson. On a rencontré M. Decourson qui est à son 7e mandat. Eh bien, il nous a dit qu'il ne savait pas que les commerçants n'avaient pas de droit de recours sur les permis de construire. Donc, quand vous les voyez, ils sont incompétents. En plus, ils ne savent même pas répondre à une question. Alors, qu'ils ne sachent pas toutes les lois, c'est quand même dommage en ayant 7 ans de mandat, 7 mandats. Mais qu'en plus, ils sont incapables de lire les dossiers que nous leur remettons. Et c'est là qu'il faut se poser la question. À quoi servent nos députés? Oui, parce qu'on peut effectivement télécharger, utiliser vos documents aussi hein, sur votre site internet. Ils sont là pour ça, effectivement. Mais comme vous dites, même en déposant et en allant, en faisant l'effort d'aller voir les parlementaires, nos parlementaires, qui, je répète, hein, sont normalement au service du peuple et payés hein, grassement par nos impôts, s'ils mettent de côté et qu'ils ne prennent pas la peine de lire, on retourne à chaque fois dans les mêmes boucles. Eh bien, c'est qu'on n'a pas de constitution. Ils n'appliquent pas les règles de l'Assemblée nationale. Il faut que vous sachiez que les députés et les sénateurs, en 2022, oui, ont tous reçu notre livre. On a été les porter et chez les députés et chez les sénateurs, tous reçu notre livre. Et voilà, c'est tout. Il y a une dizaine de personnes qui nous ont répondu qu'ils avaient reçu le livre, mais ils n'ont pas fait il n'y a pas beaucoup eu de questions écrites par rapport à ça. Hein. C'est le système de la Constitution qui ne va pas. Alors, on entend sans arrêt de dire la Constitution, il faut changer la Constitution, mais on n'a pas besoin de changer la Constitution, que les députés et les sénateurs fassent leur travail. D'abord. Quand les députés et les sénateurs auront fait leur travail, on verra si la Constitution fonctionne. Mais aujourd'hui, si la Constitution ne fonctionne pas, c'est de la responsabilité des députés et des sénateurs. Oui, et ça, on a vu le nouveau gouvernement encore mis en place il y a quoi? Il y a 2 jours, je crois. On n'est pas encore sorti de l'auberge, si je peux dire. Hein. Ça va pas encore être... Oui, parce que tous les courriers qu'on nous a répondus il y a 6 mois ou 3 mois en arrière, que votre dossier va être suivi par le ministre du Commerce, je voudrais bien savoir où sont passés nos courriers. Hein.
Oui, non, mais là, ça veut dire qu'il faudrait effectivement tout reprendre à zéro. Par contre, comme vous disiez, si vous êtes deux à vous battre, vous, et à faire le travail, et d'ailleurs, nous vous en remercions, ce n'est quand même pas pareil que si chacun se saisit de ces dossiers-là et fait l'effort. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi contacter nos députés, par exemple, par mail, hein, et envoyer les documents par mail. Et même, j'allais dire, les harceler, hein, faire régulièrement des courriers de rappel, régulièrement renvoyer le même mail jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse, au moins qu'on essaie. Et ce travail-là, il est à la fois du consommateur, hein, la part du consommateur, du commerçant, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que on en parlait au tout début de l'émission. Si la France, enfin les Français ne comprennent pas que justement en ne faisant plus travailler nos agriculteurs, nos commerçants, la France va être perdue, hein, clairement, puisque le système de mondialisation, bah, du coup, d'importer toujours, mais de ne rien produire et en tout cas de pas pouvoir ni faire manger, hein, les Français, ni pouvoir exporter, c'est la fin de la France. Enfin, je veux dire, il faut que les gens prennent conscience de ça. Et c'est-à-dire que bah, c'est du coup l'affaire de tout le monde, l'histoire de tout le monde. Tout à fait. Et l'urbanisme, l'environnement urbain. Et quand vous passez dans les rues, que vous voyez tous ces magasins à vendre, à louer, badigeonner. Donc ça, c'est dans les centres-villes. Mais quand vous voyez après, vous avez dans des villages, mais il n'y a plus rien. Et ils vous mettent des caisses automatiques pour mettre, il y a du pain, il y a des pommes de terre, mais voilà, c'est ça la France. Et c'est pas, En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite, non, effectivement. C'est pas ce que nous souhaitons. Ouais, alors qu'il suffirait d'appliquer la Constitution, d'appliquer les droits de l'homme et tout repart. Tout repart. C'est d'une simplicité. Mais voilà, il n'y a pas de volonté politique, aussi bien que ce soit au gouvernement, que ça soit dans l'opposition. Parce que nous, on a fait toutes les oppositions, hein, ça fait 30 ans qu'on va les voir, 30 ans qu'on vous dit c'est bien ce que vous faites, c'est bien, continuez. On vous admire. Voilà, on vous admire. Mais en attendant, personne n'agit, personne ne bouge. Ils sont même pas fichus de faire une commission d'enquête parlementaire pour savoir cette fumisterie de laisser toutes les fraudes perdurer. Je vois un commentaire passer, enfin plusieurs, mais là, le dernier, là, mais leur but, c'est de faire disparaître la France, justement. Voilà. Donc, oui, bah, effectivement, hein, c'est ce qu'on disait au profit du mondialisme. Bien sûr, ça ne veut pas dire pour autant le constat est fait. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes obligés de nous laisser faire non plus. Hein. C'est-à-dire que on attend, et comme dit Martine et a répété plusieurs fois, et Amelin aussi, j'ai vu passer, oui, effectivement, tout est écrit dans la Constitution. Et il n'y a qu'à appliquer la Constitution, la relire, utiliser les textes, et voilà, juste les petits paragraphes de la Constitution, les articles de la Constitution, et faire appliquer ça et demander à ce que ce soit appliqué. Normalement, tout est écrit, tout est fait quand même pour protéger, en tout cas, le peuple. Voilà, tout à fait. Il reste sourd. Il va falloir qu'on fasse une opération citoyenne pour les obliger à agir. Et il faudrait peut-être même se dépêcher et de monter une opération. Il n'y a pas de raison que les députés et les sénateurs ne nous écoutent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible, du moins. C'est ça, ce n'est plus possible. Et effectivement, je vous rejoins et on est nombreux à le penser. Effectivement, il va falloir se bouger, s'unir tous ensemble, hein, tous les Français, parce qu'encore une fois, le sujet dont on parle ce soir concerne tout le monde, mais on a abordé d'autres sujets hein, dans d'autres émissions et puis on en aborde depuis un moment, particulièrement depuis les Gilets jaunes et aussi depuis l'histoire du Covid, le Corona Circus, comme on pourrait l'appeler, hein, la pandémie. Du coup, tous s'unir effectivement ensemble parce que c'est l'avenir tout simplement de la France qui est en jeu. Et l'avenir, c'est aussi nos enfants. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants? Et est-ce qu'on a envie de cette France-là, justement, où des grandes enseignes continuent de pulluler, qui viennent des États-Unis, où on peut plus consommer local parce que on est obligé, même des avocats, j'entendais tout à l'heure, un simple avocat qu'on peut produire nous chez nous dans le sud de la France, finalement non, ça fait pas très bien de consommer, enfin de prendre quelque chose de la France, donc on va le faire voyager.
hein, pour donner un peu plus d'exotisme, disons, et puis il va revenir en France en nous disant que il a été produit je ne sais dans quel pays. À l'heure aussi où on nous parle de réchauffement climatique, de taxes carbone, etc., d'empreinte carbone, bon, c'est assez stupéfiant et assez en même temps antinomique à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des imbéciles, on nous balade dans tous les sens et puis sans s'intéresser réellement au véritable sujet, en tout cas qui nous concerne. Et ça, c'est a priori, encore une fois, aux Français, hein, il me semble, de se réveiller et de se saisir de tout ça, à moins qu'on laisse faire et puis qu'on disparaisse petit à petit. Mais je suis aussi d'accord, Martine, il y a cette urgence, il nous semble quand même, parce que là, on est le pays en tout cas est dans un tel état de déliquescence qu'il nous faut agir et rapidement. Et c'est aux citoyens, c'est à nous organiser. Pourquoi un employé qui fait pas son boulot, on le licencie, d'accord, pertes et fracas, et pourquoi les députés et les sénateurs, on ne peut pas les licencier du fait qu'ils ne font pas les missions pour lesquelles ils sont rémunérés et pour lesquelles la Constitution les oblige à le faire. C'est bien là que le souci, il est là. Donc, si on veut arrêter que la France parte en déliquescence, mettons les responsabilités chez chacun et ça donnera d'abord de l'espoir aux gens de dire mais c'est vrai, pourquoi ils agissent pas, premièrement, et deuxièmement, de dire tous les emplois locaux qui ont été supprimés, on peut recréer des emplois locaux. Parce que quand vous avez maintenant les personnes qui sont obligées de faire traverser Paris le matin, le soir et faire des milliers de kilomètres, alors qu'il y avait des millions d'emplois locaux. Mais je sais pas si vous imaginez dans quel état ils ont mis la France. Alors on nous dit il y a la pollution, mais forcément tout le monde prend la voiture, tout le monde. Mais avant les gens ils habitaient au-dessus, ils allaient travailler dans les magasins. Non mais on marche sur la tête. On a laissé faire ces politiques. Il est grand temps qu'on regarde ce que font les politiques. C'est très bien dit. Après, effectivement, une fois qu'on a compris que ce système-là est corrompu et en tout cas ne fera rien et n'est pas là pour défendre les Français, à un moment donné, il va falloir se poser la question aussi de comment les faire partir tranquillement et changer complètement ces gouvernements, ce système de fonctionnement en tout cas. Voilà. Moi, je dirais pas qu'ils sont tous corrompus parce qu'il faut espérer quand même que il y en a qui ont encore de la lucidité. Mais le souci, c'est qu'entre eux, il va falloir qu'ils fassent le tri aussi, hein. Parce qu'il y a des bons maires et il y a des mauvais maires. Donc, les maires entre eux, il va falloir qu'ils fassent le tri. Est-ce que mon maire voisin a violé la loi ou est-ce que je cautionne au sein de la communauté de communes? Est-ce que je cautionne tous les maires qui sont autour de moi et qui violent la loi? Voilà, c'est chacun, il va falloir que tout le monde remette à sa place les gens qui travaillent bien et les gens qui violent la loi du 1er janvier au 31 décembre. On en a vu des histoires, alors pas forcément que sur ces domaines-là, mais des maires qui, pour abus de biens sociaux, etc., on en a vu quand même des affaires, je dirais mainstream, qui ont été médiatisées. Donc, je veux dire, c'est pas. Oui, mais il faut les mettre devant leurs responsabilités. Ils travaillent maintenant avec leur communauté de communes. Ils vont s'asseoir à côté d'un maire qui viole la loi. Mais ils doivent dénoncer les violeurs. Ouais. Et quand je dis tout à l'heure, effectivement, Amelin dit tous les élus ne sont pas corrompus, comme vous l'avez dit Martine aussi, je suis d'accord. Ce que je veux dire, et je me suis mal exprimée peut-être, c'est pas tous corrompus, mais effectivement, il y a le fait qu'ils se taisent, tout simplement, qu'ils ne disent rien, qu'ils ne s'opposent pas. Voilà, c'est l'omerta. Il laisse faire les élus corrompus. Et c'est aux victimes de dégager les élus corrompus. Mais à l'intérieur de leur qualité, ils ont aussi comment ça s'appelle, les responsabilités de morale d'éliminer les élus qui ne respectent pas la loi. Mais vous imaginez un peu, c'est à chaque échelon qu'on laisse faire. Donc, à un moment donné, c'est le citoyen à réclamer. Le citoyen a réclamé, est-ce que mon maire a respecté la loi? Il respecte pas la loi, il fait comme l'autre. Il est pas collé à son siège, il est pas collé avec du scotch et de la sécatine. Il a violé la loi, il dégage. Comme chaque employé. Chaque employé, lorsqu'on fait pas son travail, le patron nous dit la porte.
c'est un chèque un solde de tout compte et la place aux autres, parce qu'il doit bien y avoir des gens honnêtes pour reprendre les places. Hein. Alors effectivement, peut-être que si on ne peut pas s'attaquer directement aux sénateurs et députés, peut-être reprendre ce pouvoir-là et cette souveraineté aussi et les mettre face à leurs responsabilités au niveau plus local, au niveau des communes. Effectivement, peut-être que c'est la porte d'entrée un peu plus facile. C'est-à-dire qu'il faut les mettre à chaque degré de compétence et à chaque degré de compétence, c'est ce que j'ai dit, à chaque degré de responsabilité, de faire des commissions. Hein. On fait la commission avec les élus locaux, on fait la commission avec les députés, on fait une commission avec les ministres. C'est pas compliqué. Hein. Ouais, et ça, effectivement, nous pouvons le faire. Tout à fait. Nous sommes en droit d'aller voir nos maires et justement, ils sont encore une fois à nos services et d'aller questionner nos députés, nos sénateurs et de les mettre face à leurs responsabilités. J'ai dépassé l'heure. Je suis désolée, je pense que je vais avoir un rappel. Voilà. J'ai un rappel à l'ordre. C'était passionnant, donc je me suis prise forcément à vous écouter, même si on s'était rencontrés en vrai il n'y a pas très très longtemps. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Merci infiniment à tous les deux. Bravo pour votre combat encore et merci pour nous tous, parce qu'encore une fois, c'est l'histoire de tous. Et je vous encourage à aller vraiment sur le site, partager cette émission déjà, qu'elle soit connue du plus grand nombre. N'hésitez pas, vous faites un petit copier-coller aussi de l'adresse, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez envoyer le lien, il n'y a aucun problème. Et n'hésitez pas à aller sur le site En toute franchise, créé par Martine et Claude, et puis aussi pouvoir vous saisir de leurs documents et pouvoir prendre notre place et reprendre notre souveraineté et notre pouvoir en tant que peuple et ne plus être soumis. C'est important parce que, encore une fois, l'avenir de la France est en jeu. Merci Martine, merci Claude, merci infiniment. Merci Lise et merci Eric. Parce qu'il y a d'autres sujets encore. Merci pour vos émissions. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci tout le monde, merci d'avoir été là, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et vos partages. Et puis on se retrouve mercredi prochain à 20h pour une autre émission et dénoncer d'autres choses à cœur ouvert. Je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Bonsoir. We'll be right back.